la case du confinement en Grande-Bretagne, changement de stratégie vaccinale en France, variation autour d'un même virus. Très heureux de vous retrouver aux commandes du Grand JT du soir de France Télévisions. Voici les titres de ce 23h. Et de deux, face à la hausse des contaminations et la propagation du variant du Covid-19, Boris Johnson décide ce soir un reconfinement général. L'Angleterre est donc totalement reconfinée, école fermée jusqu'à la mi-février. Notre correspondant à Londres sera avec nous dans un instant. De ce côté-ci du tunnel en France, les élèves primaires et secondaires ont fait leur rentrée. Seule nouveauté pour l'instant, une accélération de la vaccination promise par Olivier Véran. Un changement de doctrine qui s'explique par le mécontentement de l'Élysée. Réunion cet après-midi, les explications dans cette édition. Que faisiez-vous le 4 janvier dernier? Portiez-vous un masque? Débattiez-vous du vaccin? C'était il y a un an, le monde d'avant le Covid. On y replongera en images avec les toutes premières évocations de cette étrange pneumonie dans nos journaux. Eux se débattent avec la complexité et l'immensité du Sahel depuis 5 ans. L'opération Barkhane, une nouvelle fois endeuillée par la mort de 5 militaires français tués en opération la semaine dernière. Recueillement aujourd'hui à Paris. Devons-nous rester déployés dans cette zone? Les réponses dans ce 23h. Le 23h qui prend tout de suite la direction de la Grande-Bretagne après l'intervention de Boris Johnson ce soir. On retrouve Mathieu Boisseau sur place. Bonsoir Mathieu, vous êtes notre correspondant à Londres. C'est l'info du soir, la Grande-Bretagne est donc totalement reconfinée. Bonsoir, c'est un coup de massue pour les Anglais puisque ce soir, Boris Johnson, le Premier ministre, a annoncé le retour d'un confinement très strict, semblable à celui du mois de mars. Des mesures avec effet immédiat qui dureront au moins 6 semaines jusqu'à la mi-février. La première conséquence, c'est la fermeture de toutes les écoles partout en Angleterre. Certaines avaient rouvert leurs portes ce matin, c'était la rentrée scolaire. Eh bien, demain, les élèves n'iront pas à l'école. Sur le plan de la vie quotidienne, le mot d'ordre est on ne peut plus clair, restez chez vous. L'exercice physique est permis une seule fois par jour et il est interdit de rencontrer des personnes d'un autre foyer en intérieur ou en extérieur. Tous les commerces non essentiels sont fermés, mais les restaurants peuvent toujours servir en vente à emporter. Ce troisième confinement ici en Angleterre, il s'explique par le nouveau variant du coronavirus qui frappe si durement le pays. Il est 50 à 70% plus contagieux selon Boris Johnson et le Premier ministre précise que les hôpitaux sont soumis à une pression jamais vue depuis le début de l'épidémie. Les chiffres sont absolument catastrophiques ici au Royaume-Uni. Plus de 58 000 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui, le 7e jour avec plus de 50 000 nouveaux cas détectés quotidiennement. Rendez-vous compte, la situation est totalement hors de contrôle. Une précision enfin pour terminer, ce reconfinement il concerne l'Angleterre, mais un peu plus tôt dans la journée, l'Écosse avait décidé d'une mesure similaire. L'intervention du Premier ministre britannique qui était annoncée peu après. D'ailleurs, la décision, Mathieu nous le rappelait il y a un instant, de la Première ministre écossaise de reconfiner elle aussi son pays. Alors ce qu'il faut retenir de ces interventions de Boris Johnson notamment et plus largement de nos voisins qui eux aussi optent pour le reconfinement. Aurélie Chirer. L'intervention télévisée du Premier ministre britannique était très attendue. Sous pression pour reconfiner toute l'Angleterre après l'arrivée d'une variante du Covid-19, le verdict est finalement tombé. En Angleterre, nous devons nous confiner pour contenir la variante. Cela signifie que le gouvernement vous demande une fois de plus de rester chez vous. Avec plus de 50 000 nouvelles contaminations chaque jour au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique annonce la fermeture des écoles et les cours par correspondance dès demain. C'est un nouveau coup dur pour les Anglais. Je sais à quel point c'est difficile et je sais que vous êtes frustrés, que vous en avez plus qu'assez des directives du gouvernement pour combattre ce virus. Mais maintenant, plus que jamais, nous devons nous battre ensemble. Face à la recrudescence de cas de Covid, l'Écosse a elle aussi annoncé un confinement total dès ce soir pour tout le mois de janvier. Parmi une douzaine d'autres pays européens, certains ont choisi le confinement partiel. D'autres, comme le Danemark, l'Autriche ou la Grèce, ont quant à eux opté pour un confinement total. Alors on l'a compris, l'origine de l'inquiétude du Royaume-Uni, c'est cette fameuse variante du Covid-19 qui inquiète les autorités.
Elle est jugée plus contagieuse. Elle pourrait également être davantage véhiculée par les enfants. Et plusieurs cas de cette variante du virus ont déjà été recensés en France. Le dernier, c'était aujourd'hui en Corse. Florence Mathieu. C'est lors d'un match de Coupe d'Europe de rugby que la nouvelle variante du Covid a fait sa grande entrée en France. Au moins 9 membres du club de Bayonne ont été contaminés par les Anglais de Leicester. La souche britannique inquiète. Il faut dire qu'outre-Manche, en un mois seulement, les cas ont été multipliés par 4. La mutation du virus serait à l'origine de plus de 60% des nouvelles contaminations à Londres. La France n'en est pas là, mais elle doit se préparer. En Grande-Bretagne, cette variante circule depuis 2-3 mois, avec une accélération pendant le mois de décembre. Si cette variante arrive en France de cette force et de cette nature, c'est dans quelques semaines, elle peut être dominante. Pas plus virulent, mais au moins 50% plus contagieux, le variant se propage dans la population bien plus vite, y compris chez les adolescents et les enfants. La Grande-Bretagne a fermé ses écoles. La mesure apparaît aujourd'hui prématurée chez nous. Aujourd'hui, on est renforcer les mesures d'hygiène, tester, repérer ce virus parmi les coronavirus en envoyant les souches au centre de référence pour savoir si le variant anglais est arrivé chez les enfants français ou pas. Aujourd'hui, on n'a pas une seule preuve de ça. Tester davantage les jeunes pour contrôler la propagation du virus anglais, de nombreux médecins le réclament, même si à ce jour en France, les tests PCR ne recherchent pas systématiquement le variant britannique. Ce soir, l'île de Beauté est sous surveillance. Un cas de contamination vient d'être détecté sur une personne qui rentrait de Londres. Faut-il s'inspirer davantage des exemples de nos voisins ? L'un de nos invités la semaine dernière se disait déjà prêt à mettre à disposition le gymnase de sa ville pour créer les fameux vaccinodromes sur le modèle allemand, notamment la première phase outre-Rhin visant une population plus large qu'en France. 410 hypercentres de vaccination ont déjà été mis sur pied là-bas, comme nous le racontent nos confrères Géraldine Reyer et Bernard Stenner. Quelques secondes par injection, un patient toutes les 4 minutes, dans des box où travaillent par binôme un infirmier et un médecin. L'organisation est millimétrée, inscription sur Internet, parcours fléché. L'atmosphère est au plus calme dans ce centre de vaccination de Fribourg. S'il y avait assez de doses disponibles, on pourrait vacciner plus de 2000 personnes par jour, 2200 précisément, avec 5 équipes mobiles dans les maisons de retraite et ici une vingtaine de cabines de vaccination. Dans ces centres, l'Allemagne vaccine en priorité les personnes de plus de 80 ans et les personnels soignants, une population acquise à la cause vaccinale. Au début, on a toujours quelques réticences. On se dit « j'attends, je ne vais pas y aller la première », mais maintenant que le vaccin a été utilisé dans d'autres pays... Un état d'esprit et une organisation qui ont de quoi convaincre un député français venu en voisin observer la stratégie vaccinale allemande. Une stratégie qui semble pleine de vertus. Comme c'est facile, comme c'est indolore, comme ça fonctionne très bien, les gens qui se font vacciner vont convaincre les gens qui sont autour d'eux. Et du coup, ça permet aussi de lutter contre cette crainte qui peut être légitime aussi chez les uns et les autres. Le message sera relayé auprès du ministre de la Santé qui a annoncé l'accélération de la vaccination en France. Une vaccination qui reste largement en retard par rapport aux voisins allemands. Et dans ce contexte, voici les chiffres de l'épidémie. Dans notre pays ce soir, 378 nouveaux décès, 2666 toujours occupés en réanimation. Les chiffres de la contamination en plus faibles, 4000 comme souvent au lendemain d'un week-end. Après avoir plaidé la lenteur, Olivier Véran accélère. Chiffre en main, le ministre de la Santé revendique désormais plusieurs milliers de vaccinations, comparé aux 500 à peine au 1er janvier dernier. Des annonces faites devant l'Hôtel-Dieu. Bonsoir Carole Coelho, on vous y retrouve et plusieurs soignants ont déjà été vaccinés ce week-end dans cet hôpital. Absolument. L'objectif du gouvernement maintenant, c'est vraiment un coup d'accélérateur très fort, surtout sur le plan de la logistique. Jusqu'à présent, c'était les personnes âgées dans les EHPAD qui étaient prioritaires et depuis ce week-end, ce sont également les soignants. Les soignants de plus de 50 ans, mais également les soignants qui souffrent de pathologies. Derrière moi, vous apercevez l'Hôtel-Dieu. Il y a 5 box qui permettent de vacciner 5 soignants en même temps. Eh bien, il y a 27
7 structures comme celle-là en France. Et l'objectif pour les 48 prochaines heures, c'est de quadrupler cette offre. Autre question également qui se pose, c'est celui du stock de vaccins. Il y a 500 000 vaccins actuellement et l'objectif pour la fin de la semaine, c'est d'arriver à un chiffre d'1 million. Olivier Véran, le ministre de la Santé, estime qu'il y a eu aujourd'hui 1 millier de personnes qui ont été vaccinées. On écoute maintenant le ministre de la Santé. D'ici demain soir et mercredi, nous multiplions par 4 le nombre de centres, ce qui fait qu'il y aura une centaine d'hôpitaux qui offriront la vaccination à leurs soignants ainsi qu'aux soignants de ville. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous aurons réalisé plusieurs milliers de vaccinations dans tout le pays. Ça va monter en puissance et ça montera encore plus en puissance à partir de mercredi, jeudi, vendredi, la fin de semaine. Comment vivait-on sans masque, sans test, sans vaccin, bref, sans Covid-19? Cela semble une éternité. C'était le 4 janvier 2020. On ne connaissait pas encore le nom de ce virus, une étrange pneumonie qui arrivait en Chine. Retour sur les derniers jours de l'ancien monde, signé Géraldine Dellinger et Stéphane Gerbal. Voici les titres de ce dimanche soir, 5 janvier. Le mot catastrophe prend tout son sens en Australie, où les incendies semblent ne devoir jamais s'arrêter. Reprise de galère pour de nombreux usagers des transports. Pas question de céder, déclare le nouveau monsieur retraite du gouvernement. Le procès d'Harvey Weinstein, poursuivi notamment pour viol, s'ouvrira dans quelques heures maintenant à New York. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Le Premier ministre annonce le retrait de l'âge pivot du projet de réforme des retraites, décision saluée par la CFDT. Question ce soir sur la toxicité du sucre dans notre alimentation. À la une, question sur un virus et sur les zones d'ombre qui l'entourent. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons. Fermé depuis aujourd'hui, les experts n'excluent pas une contamination d'homme à homme, mais moins grave que celle du SRAS. Le SRAS était la première grande épidémie, un peu pandémie, où il y a eu des cas partout. Là, on prend les choses beaucoup plus vite et je pense que l'ampleur va être beaucoup moins importante. Le virus qui sévit depuis 1 mois et demi en Chine a fait 17 morts et contaminé au moins 440 personnes. Prise de température systématique des voyageurs à l'entrée de la ville, à l'aéroport et dans les gares. La ville de Wuhan, 11 millions d'habitants, a changé de visage. Aujourd'hui, dans la rue, ils sont tous masqués. C'est grave maintenant. Moi, j'ai un peu peur. Nous avons essayé de partir en voiture, mais nous avons dû faire demi-tour face à un barrage de police. On ne peut plus sortir, on ne peut plus entrer à Wuhan. La longue guerre française au Sahel, nouveau chapitre que nous abordons à présent dans votre 23h avec d'abord cette image du jour, 5 soldats français tués en une semaine. Les 3 premiers lundi dernier, les 2 autres ce week-end. Les Parisiens étaient appelés à leur rendre hommage aujourd'hui. Le cortège funèbre a marqué un arrêt sur le pont Alexandre III. Demain, la ministre des Armées Florence Parly présidera une cérémonie au sein du 1er régiment de chasseurs à Thiervilliers-sur-Meuse. 2 autres soldats sont donc morts ce week-end. On leur rend hommage à Paris cet après-midi. Lucille de Villard au cœur de la rédaction de France Info. Bonsoir Lucille. Première question, avec des chiffres précis, depuis quand la France est-elle engagée dans ce désert du Sahel ? En 8 ans, il y a eu 2 opérations. D'abord, l'opération Serval, déclenchée par François Hollande en 2013 pour stopper une descente de groupes terroristes qui se dirigeaient tout droit vers la capitale du Mali, Bamako. Puis, à partir de 2014, Barkhane succède à l'opération Serval de la zone malienne uniquement. Cette opération s'est étendue ensuite sur toute une région, le Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Une zone de 3 millions de kilomètres carrés, grande comme un tiers de l'Europe. Alors quel prix pour la France, quel prix en vie humaine ?
Alors tout d'abord, pour ce qui est de l'argent, jusqu'en 2019, l'État déboursait 600 000 euros par an. Et pour l'année 2020, c'est encore plus, le double, 1,2 milliard d'euros. Alors concrètement, sur place, notre rôle, c'est de repousser les groupes djihadistes qui sévissent dans la région et aussi d'aider les États locaux à combattre ces groupes avec leur propre armée. Précisément, tout se concentre ici, dans la zone dite des 3 frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Un secteur particulièrement sensible, dépourvu de frontières physiques, ce qui facilite le déplacement d'un groupe djihadiste d'un pays à un autre, par exemple du Niger vers le Mali, du Mali vers le Burkina Faso et inversement. Juste ici également, à l'intersection de ces 3 pays, se trouve l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahara, une filière de Daesh qui est particulièrement active. Et c'est ici que l'armée française concentre ses opérations. Pour cela, vous l'avez dit, plus de 5000 hommes sont mobilisés, dont 600 forces supplémentaires déployées et 50 de nos militaires sont décédés depuis le début de l'opération. Combien de groupes ont été neutralisés depuis le début de l'opération ? Alors, pas vraiment, pas de chiffre précis, mais en tout cas, l'African Security Sector Network évoque depuis 2015... Elle évoque depuis 2015 environ 1200 djihadistes neutralisés. Alors le ministère de la Défense ne confirme pas ces chiffres. Pour lui, ce qui est important, c'est surtout de neutraliser les chefs, ceux qui recrutent, car ça déstabilise tout un groupe. Et depuis le début de l'opération, seuls 2 chefs djihadistes ont été neutralisés. Mais il s'agissait de très très grandes figures terroristes. Abdelmalek Droukdel, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et Bagh Moussa, le leader d'une des principales forces djihadistes au Sahel. Merci beaucoup, Lucille. On va désormais retrouver Christian Réunif en liaison visio. Bonsoir, Christian. Alors, si j'ai bien tout suivi de ce que vous m'avez envoyé aujourd'hui, on commence par un Liverpool méconnaissable. Quel talent, ouais, je vous propose de partir direction St. Mary's Stadium à Southampton pour voir le match de cette 17e journée du championnat d'Angleterre de football. Et regardez, parce qu'en vérité, on n'a pas attendu. Très Patricia, et vous en parliez dans l'édition du 23h tout au début, souvenez-vous, que malgré le nouveau confinement en Angleterre, eh bien le sport de haut niveau, lui, pourra se poursuivre. Comme en Écosse, le foot anglais ne sera donc pas arrêté. Alors, vous nous parlez d'un drôle de déjeuner. Après les annonces de Boris Johnson ce soir, il aura peut-être un goût amer demain matin. Ouais, parce que si vous croyez que c'est facile d'être un footballeur star, eh bien vous vous trompez, parce que tout le monde veut venir manger chez vous. Vous savez, partagez vos agapes, mangez chez vous, même au petit déjeuner. Regardez ce qui est arrivé à Memphis Depay, la star de l'Olympique Lyonnais, des vacances simples et sobres à Dubaï, un petit déjeuner tranquille. Et là, qui c'est qui vient s'inviter ? Eh bien, une girafe. Une rencontre insolite. Enfin, une girafe, a priori, c'est plus sympa qu'un crocodile enragé ou qu'une hyène affamée. Reste qu'avec plus de 10 millions d'abonnés, chaque poste lui rapporterait près de 44 000 euros à notre ami Memphis Depay. Franchement, j'aurais dû être footballeur. Tiens, je ne savais pas que vous aimiez les girafes comme ça. Après la carte postale terrestre, voici la carte postale maritime. Absolument, J+57. Cela fait 57 jours qu'ils ont quitté la Terre pour ce tour du monde sans escale et sans assistance. Alors ce soir, je vous propose de laisser les leaders où ils sont, c'est-à-dire en tête, tout simplement. Non, je vous propose d'en écouter d'autres skippers qu'on entend rarement. Ils sont dans le peloton des poursuivants. Je pense à Jérémy Bayou, à Giancarlo Pedote ou à Miranda Meron. Écoutez-les, regardez-les. L'Australie, Nouvelle-Zélande, Antiméridien, l'Antarctique. Et maintenant, il y a tout le Pacifique à faire avant le Cap Horn. Et on continue. Et j'ai vraiment hâte de doubler les mythiques Cap Horn. Et aussi, encore plus, les ratés dans l'Atlantique. Ça reste musclé. Et on devrait prendre, là, d'ici une vingtaine d'heures, avec 7 mètres de creux. Donc, voilà. Donc, on y va tranquille. Allez. Et au classement général, Yannick Bestaven est toujours en tête devant Charlie Dalin et Thomas Ruyant. Et comme je sais que c'est votre chouchou, je vous donne son classement. Notre ami Lecam, Jean Lecam sur Yes We Cam, il est 7e. Il revient l'ancien. Non, moi mon chouchou c'est le Normand, mais je vous ai rien dit, vous n'avez rien entendu. On continue avec des images surprenantes comme vous nous en proposez chaque soir. Ce soir, des spatules et du basket.
Ouais, c'est ça. Vous avez bien vu la météo. Il neige sur les sommets. Et il y en a qui font des trucs, mais des trucs de dingue. Patricia, regardez-le. Il s'appelle Hugo Laugier. C'est un freeskieur. Et regardez, voyez ce geste. Un backflip et au bout, un panier de 30 mètres. Ancien membre de l'équipe de France, il a réussi donc un truc de dingue. Mais pour y arriver, il a dû bosser 3 jours et 217 essais. La persévérance, Patricia, la persévérance, il y a que ça de vrai. Et on regarde dans le rétro comme chaque soir. Ce soir, on va vers Dax. Ouais, c'est ça. Certains vont chercher l'ivresse de la vitesse, vous savez, dans le désert en Arabie Saoudite, pour maîtriser les dunes ou aller toujours plus vite. Mais en 1964, un certain Joseph Capdepuis faisait au moins aussi bien. Allez, regardez. Je vous emmène dans les arènes, comme vous le disiez, dans les arènes de Dax. Notre ami, il a décidé de battre un record d'endurance. Mais un record d'endurance à scooter. Un petit coup de mou, on prend la bouteille, un petit coup de blanc. 48 heures sur son scooter, il a tourné, encore tourné. Il est finalement tombé, mais il a gagné. C'était à Dax en 1964, à l'époque bénie de l'ORTF, Canal Historique. Merci beaucoup Christian pour ce dépaysement et ces infos sportives en images. On vous dit évidemment à demain. Très belle soirée à vous. Il y a toujours de la culture chaque soir dans le 23h avec un invité de marque qui a marqué ces dernières années au niveau de la culture musicale du rock en France. Bernie Bonvoisin est notre invité ce soir sur le canapé culture de France Info. Il est avec Patricia Lozan et Isabelle Leyer. Et une petite respiration dans le 23h avec l'invité culture d'Isabelle Leyer. J'ai un peu l'impression d'animer un débat à la présidentielle sur ce fauteuil. Je suis loin de vous, mais Covid oblige, évidemment, on prend nos distances. J'allais dire une pause, mais avec notre invité Bernie Bonvoisin, ça va être... c'est pas une pause, là, ça va... Je disais à Bernie, ça m'a réveillé toute la matinée. On est ravis de vous accueillir. On commence l'année en force avec, pour les 40 ans du groupe Trust, sorti de ce nouvel, alors pas album, il y a 4 albums. Justement, vous pouvez, Bernie Bonvoisin, nous expliquer ce qu'il y a dans ce coffret 4 albums? En fait, il y a les 3 premiers albums qu'on a réenregistrés de manière à les avoir avec le son qui est le nôtre aujourd'hui et la formation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire avec un additif de choristes, et on a réarrangé les morceaux, réécrit la plupart d'entre eux aussi. Et on a enregistré tout ça en 3 jours. Voilà. Donc déjà, vous ne vous êtes pas contenté de les tourner dans un studio. Vous avez carrément voulu le faire sous forme de concert. De concert, mais sans public, ouais. Alors, comment ça se passe? Vous qui êtes des bêtes de scène, c'est là où vous voyez que le facteur public est vraiment une source énorme d'énergie. Et comment ça vous permet aussi de vous régénérer sur le concert. Là, à chaque fois, donc on a joué vraiment dans les conditions, avec la même intensité, la même ferveur entre guillemets. Et à la fin de chaque morceau, il y avait un silence de mort, quoi. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui? J'imagine que vous comprenez les impératifs sanitaires. On envisageait la réouverture des théâtres, des salles. On reçoit beaucoup d'artistes grâce à Isabelle, grâce à toute l'équipe de France Info. Les salles vont encore rester fermées. Moi, je suis pas dans l'absolu, je suis pas étonné. On a affaire à des gens qui, de toute façon, n'ont jamais parlé de culture. Dans les programmes électoraux, on ne parle plus de culture. Roselyne Bachelot, un peu quand même. Oui, mais enfin, juste avant ça, elle faisait de la télé-réalité, Roselyne Bachelot. Donc, j'aime beaucoup l'idée, ce que disait Mitterrand, que la culture, c'est le ciment d'une société. Et que, mais aujourd'hui, dans les programmes politiques, quand ils concourent tous pour avoir le fauteuil, aujourd'hui, on ne parle plus de culture. C'est terminé.
Donc ça n'intéresse personne, enfin ça n'intéresse personne. Ça intéresse ceux qui sont concernés, voilà. Mais c'est pas la problématique de ces gens-là, quoi. Vous dites que la culture, c'est le ciment de la société. Justement, non seulement vous avez réarrangé les musiques, mais vous avez réadapté les textes à aujourd'hui. C'était important pour vous? Oui, parce qu'il y a des chansons qui ont 20, 30 ans, mais dont les thématiques n'ont pas bougé, malheureusement. Donc c'était juste de réactualiser par rapport à des contextes ou à des choses qui se passent aujourd'hui socialement, quoi. Je vous propose peut-être de regarder justement en images l'énergie du groupe Trust. Tout de suite. Antisocial, tu fais tout sans froid. Repense à toutes ces années de service. Le port de l'uniforme est une forme de naufrage. Qui sait nourrir l'autre qui est prise en otage. Petit chef, je perçois vos détresses. C'est des abysses vers lesquels on vous presse. La vitesse de la lumière étant supérieure au son, Gérald Darmanin mériterait un téléthon. Le peuple des ronds-points veut manger à sa faim. Le peuple des ronds-points est un mangeur de tribuns. Les inoffensifs apparents ne le restent pas pour très longtemps. Bernie Bonvoisin, on vient de voir un extrait justement du 4e album, qui est un album acoustique. Ouais. Alors ça, c'est vraiment quand même le défi de l'année. Vous avez enregistré donc ces 4 albums en 4 jours, 26 jours de répétition, un nouveau batteur par album. Par projet, oui. C'est quoi ce défi de folie de faire tout ça, mais en si peu de temps? Mais c'est intéressant. On peut. Il y a 2 manières de concevoir ça, c'est-à-dire soit vous surfez sur ce que vous avez fait, soit ce qui est intéressant, c'est de se mettre en danger, de se remettre en question sur certaines choses. Et là, ça a un sens, ça prend tout un sens. Pardon Isabelle, j'entendais le peuple des tribuns dans les paroles. Le peuple des ronds-points est un mangeur de tribuns. Voilà, mange des tribuns. Excusez-moi, mais ça résonne forcément avec l'actualité. Oui, ce morceau s'appelle Miss Univers. Voilà, et c'est tout ce qui s'est passé ces derniers mois, les gilets jaunes évidemment. Oui, Est-ce qu'on a envie d'être porte-voix? Vous dites que vous venez d'un milieu populaire, etc. Ça continue d'être important à travers votre musique de donner la parole à tout le monde, et notamment à ceux qui l'ont pas forcément. Oui, on a une démarche qui a toujours été. On a joué l'année dernière pour SOS Méditerranée, ces gens qui vont chercher les migrants en pleine mer. On a fait un concert de soutien. On a été les premiers à les jouer chez GSM à la souterraine. Ces gens qui sont restés plus de 6 mois en grève et voilà, faire un concert de soutien pour les ouvriers. Voilà, je pense on vit dans une société, dans un monde, dans une société, et forcément, moi, il y a des choses qui me traversent, qui me bouleversent. C'est un peu votre rôle en tant qu'artiste d'essayer de faire passer des messages. C'est pas mon rôle. Voilà, moi je conçois les choses comme ça. Tout ce que j'entreprends, il y a 2 ans, je suis allé faire un documentaire pour LCP, pour France 2, à la frontière syrienne, avec les réfugiés syriens. Voilà, mais après chacun mène les choses comme il l'entend, quoi. Mais moi je conçois pas c'est important de trouver une harmonie entre ce que je fais et ce que je pense. Voilà. En tout cas, l'harmonie, on va la trouver avec justement ces 4 albums. Des dates déjà pour fin 2021, Olympia le 13 novembre, et puis une tournée. On espère, on croise les doigts. Oui, et il y a une série de concerts acoustiques en mars aussi. On croise les doigts aussi. Voilà. Je voulais citer un extrait de votre lettre à Beyrouth. Je le ferai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais je renvoie parce que vous avez signé dans le très beau livre à l'initiative de notre consoeur et amie Sarah Briand pour l'amour de Beyrouth chez Fayard. Et voilà, on vous renvoie là-dessus. Multicarte, multitalent, Bernie Bonvoisin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Isabelle. À la semaine prochaine et nous, à demain. Et merci à vous, Patricia Loison, pour avoir encadré cette interview culture ce soir sur le canapé de France Info. C'est d'ailleurs la fin de cette édition du 23h. Rendez-vous demain. Très belle soirée, très belle nuit et à demain.